Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers le site web de l'Institut français de Grèce. Bonsoir à l'ambassadeur de France en Grèce, Monsieur Patrick Maisonnave. Merci d'être avec nous. Dans cette deuxième unité de la Nuit des idées, nous allons parler de questions de sécurité. L'intitulé de cette séance, c'est la souveraineté nationale et la souveraineté européenne. Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos deux intervenants. Monsieur Georges Pagoulakos, professeur à l'Université économique d'Athènes, professeur visiteur au Collège de l'Europe et directeur de l'ELIAMEP, et Monsieur François Hesbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique à Paris, senior advisor pour l'Europe de l'International Institute for Strategic Studies de Londres, qui vont parler de sécurité en Europe. Je m'appelle Alexia Koulouri, je suis journaliste à la télévision à la chaîne de la Voulie. Deux événements aujourd'hui à interpréter et à analyser. La conférence sur l'avenir de l'Europe qui s'est terminée avec une belle cérémonie à Strasbourg en présence du président français et la présence de Ursula von der Leyen et Roberta Metsola. De l'autre côté, nous avions le défilé sur la place rouge. Monsieur Pagoulakos, j'aimerais commencer par vous. D'abord, sur ce que Poutine n'a pas dit aujourd'hui dans son intervention. Ces derniers jours, on disait qu'il allait lancer des menaces nucléaires, qu'il y aurait un discours incendiaire. On n'a pas vu ça. Il reste ferme sur ce qu'il disait avant l'invasion, ce qu'il n'appelle pas invasion, mais l'opération spéciale. Merci beaucoup, Madame Koulouri. Je pense qu'il était clair aujourd'hui que Poutine se trouve dans la voie sans issue qui a été créée. Il se trouve dans une impasse puisque ses visions n'ont pas pu se réaliser, ses ambitions, et mettre la barre encore plus haut et aurait élargi cet écart de cet échec visible et de proférer des menaces qui n'auraient pu être appliquées, l'auraient exposé encore plus, et il y aurait aussi le risque d'être conduit dans une escalade avec des caractéristiques incontrôlables. Ce que j'aimerais retenir de cette journée et de cette parade, c'est l'isolement. L'isolement qui n'est pas seulement manifeste par le fait qu'il n'y avait aucune autre personnalité étrangère à cette manifestation qui honore la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec une contribution historique de la Russie, aucune personnalité donc étrangère d'invité et aucun journaliste qui avait pu prévoir ce que Poutine allait dire. C'est encore un signe d'isolement parce que personne ne peut rentrer dans la tête de Poutine. C'est un système fermé au reste du monde et je retiens également cette scène, le militarisme et certaines images qui n'ont pas été celles qui ont été diffusées hier, mais pas aujourd'hui, mais hier sur Twitter, donc des enfants qui faisaient une parade donc avec des fausses armes qui rappelaient un peu la jeunesse nazie. Ça renvoie au moment plus obscur de ce XXe siècle, des années 30, etc. Et nous avons eu en fait un rappel que Poutine, avec ses choix, s'éloigne non seulement du point de vue économique au niveau des échanges, mais il s'éloigne de faits acquis, d'éléments qui ont été acquis, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus la barbarie de la Seconde Guerre mondiale et ce retour à ce type de militarisme que reflétait la parade de Moscou aujourd'hui. Monsieur Hesbourg, est-ce que Vladimir Poutine est, à votre avis, isolé ou est-ce qu'il garde son jeu fermé? Est-ce que vous pouvez prévoir, en fait, les prochains pas? S'agissant de la guerre elle-même, le président Poutine a été d'un grand silence et ce qu'il a dit n'avait rien de nouveau. Il y avait toutes les thématiques des derniers mois. Et c'est ce qu'il n'a pas dit qui est intéressant.
il n'a pas dit qu'il mobilisait. Soit qu'il n'en ait pas les moyens politiques, soit qu'il n'en ait pas les moyens économiques, mais toujours est-il qu'il maintient le dispositif militaire actuel. Et de l'autre côté, il n'a pas dit qu'il allait donner aux soldats russes dans le Donbass et ailleurs en Ukraine des missions moins importantes que celles qu'elles réalisent aujourd'hui. Autrement dit, et Georges a utilisé l'expression d'impasse, c'est encore pire qu'une impasse. C'est une défaite. C'est une défaite annoncée. Parce qu'avec les moyens militaires dont il dispose, il est condamné à perdre. Les troupes russes ne peuvent pas être renouvelées. La Russie, étrangement, manque de soldats, en partie parce que la Russie a décidé que c'était une opération militaire spéciale. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mobilisation générale. Ça veut dire qu'il n'y a pas envoi automatique des conscrits vers le champ de bataille. Et dans le courant de cet été, puisque vous me demandez de faire des prévisions, sauf s'il y a un accord de paix dans l'intervalle, ou au moins un armistice, assez logiquement, les Ukrainiens pourront refouler les troupes russes qui se trouvent à l'intérieur des frontières internationales de l'Ukraine. L'artillerie lourde occidentale commence à arriver. Une partie des canons américains sont déjà là. Les canons français ne vont pas tarder. Les Britanniques ont déjà commencé leur livraison, etc., etc. Et les Russes ne peuvent pas non plus facilement remplacer leur matériel. L'industrie de défense russe n'a plus aujourd'hui en activité une seule chaîne de production de tanks. Les Ukrainiens, eux, reçoivent des tanks T-72 de Pologne et d'autres pays de l'ex-pacte de Varsovie. Et la Russie, elle, ne peut pas en faire autant. Là aussi, on est dans un monde complètement renversé. L'Ukraine ne manque pas d'hommes. Tous les hommes d'âge militaire sont mobilisés. L'Ukraine aligne aujourd'hui plus de soldats que ne peut le faire la Russie. Autrement dit, la question va se poser très vite des conditions dans lesquelles la Russie va accepter ou non de cesser le combat et sur quelle base se fera la négociation. Le président Zelensky a déjà posé un premier jalon il y a 3 jours en disant que le préalable à toute négociation, c'était la reconnaissance des lignes, des positions occupées juste avant le 24 février. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le président Zelensky n'a pas dit qu'il allait forcément vouloir reconquérir militairement les prétendues républiques populaires, prétendument populaires, de Lugansk et de Donetsk. Voilà où nous en sommes pour ce qui est de cette guerre étrange, parce qu'elle est étrange. Je crois qu'aucun expert, du moins aucun que je connaisse, y compris moi-même, n'avait pensé qu'au bout de 3 ou 4 mois, pourrait se poser la question des conditions dans lesquelles les Russes devraient quitter le territoire ukrainien. Τελικώς οι κυρώσεις φαίνεται Finalement, les sanctions semblent porter leurs fruits et nous voyons Vladimir Poutine à la recherche d'une voie d'issue de cette histoire, car il ne va pas couper le robinet du gaz naturel à l'Europe. Il a modifié sa déclaration qui imposait le paiement en rouble. Cela nous montre donc qu'il fait un pas en arrière. πες ότι Oui, il est clair que Poutine a sous-estimé la réaction de l'Occident, la volonté, le caractère de l'Europe
Donc ces dégâts sont importantes à l'heure actuelle, mais elles sont moins importantes que celles que subit l'économie russe. Je ne parle pas des prix des ressources naturelles qui ont sans doute augmenté puisque l'offre a été réduite pour ce qui est du marché européen. Mais je veux parler des conséquences élargies de l'économie russe qui connaîtra une récession à deux chiffres probablement et le plus gros dégât, bien sûr, qui est engendré par euh, la fuite de son économie extravertie. Il sera difficile pour l'Europe de procéder de pouvoir se débloquer pour ce qui est du gaz naturel et il y aura un coût aussi important pour que Poutine donc utilise le gaz naturel comme arme contre l'Europe. Nous sommes sur un exercice d'équilibre et moi je pense, mon estimation, je suis d'accord et pas d'accord avec François par rapport à ce qu'a dit François. Je pense qu'il sera très difficile que Poutine accepte qu'après des mois d'opérations militaires, il devra revenir là où il se trouvait avant le 24 février. Donc les positions occupées avant le 24 février, c'est une réelle humiliation compte tenu des pertes énormes de l'armée russe et de tout ce qu'il a subi en termes de sanctions économiques. J'ai le sentiment que cela le rend encore plus dangereux et όπλα μαζικής ισοπαίδωσης περιοχών. encore plus donc le fait d'utiliser des armes de destruction massive ou autres, donc armes nucléaires, dans un effort inespéré, si la résistance des Ukrainiens est maintenue, parce qu'il semblerait donc que les Ukrainiens résistent et l'Occident équipe l'Ukraine comme elle doit le faire. Il y a donc ce risque d'escalade comme une tentative ultime de Poutine de sortir de cette impasse qui se dessine en défaite annoncée. Est-ce que cette escalade pourrait concerner la Moldavie et la Transnistrie aussi? Oui, cela peut concerner aussi les pays voisins et il pourrait être, ça, il pourrait arriver jusqu'à Odessa. Euh, il a, il a du mal à relier cela aux provinces de Donetsk et Lugansk. Ce sera une ambition réelle, mais je crains, et mon estimation est qu'il il essaiera de dire à la fin de cette histoire qu'il a annexé les provinces orientales Το αποτέλεσμα θα μοιάζει με μια pour les relier à la mer d'Azov. Et je pense que Poutine, dans cette relation solipsistique qu'il a avec l'histoire, avec ses caractéristiques, il parle avec les leaders historiens de la Russie, la Catherine le Grand, et je pense que ce sera un gros échec pour lui. Et j'ai l'impression que son système politique, il y aura des impacts pour lui-même. μια πρόσφατη Dans une intervention récente, vous avez utilisé une phrase de Roosevelt selon laquelle parle doucement, garde une baguette et tu iras loin. Pourquoi est-ce que vous avez utilisé cette phrase? Pensez-vous que la rhétorique soit dure de certains leaders? Est-ce qu'il pourrait gérer autrement le président russe? Qu'est-ce qu'il pourrait l'envisager autrement? Oui, je faisais référence au moment où j'ai employé la phrase de Teddy Roosevelt à la façon dont se comportait le président Bush euh, au bout de 3 ou 4 semaines de guerre. Hein. Ce n'est plus la situation actuelle où, d'un côté, le président Bush passait une bonne partie de son temps à expliquer ce qu'il ne ferait pas. Autrement dit, c'était le Bush qui ne tenait pas un gros bâton. Il disait, il n'y aura jamais un soldat américain en Ukraine. Il n'y aura jamais une no-fly zone en Ukraine. Il n'y aura jamais d'armes offensives en Ukraine. Et ces choses sont peut-être parfaitement raisonnables stratégiquement, mais le problème, c'est que dans un processus de contrôle de l'escalade,
et Georges a employé l'expression très, très justement, et il ne faut pas donner quelque chose pour rien. Et là, le président Poutine était averti par les Américains eux-mêmes qu'il n'y avait aucun risque qu'il puisse y avoir un débordement de ce conflit. Ah, et puis après, quelques semaines plus tard, les Américains ont dit: «Ah, mais les Russes risquent d'employer des armes chimiques». Ah, oui, mais alors on fait quoi? Bah, on n'enverra jamais de soldats américains et jamais on ne fera de no-fly zone et jamais on ne livrera d'armes offensives. Ah bon? C'est vraiment vrai ça? S'il utilise une arme nucléaire en Ukraine, on fera rigoureusement rien? C'est ça le signal? Et en même temps, le président Biden expliquait que Poutine était un boucher, ce qui est d'ailleurs parfaitement exact. Enfin, c'est pas très gentil pour les bouchers, hein. Et, et que, il faudrait évidemment que ce régime disparaisse. Discours de Varsovie. Ça, c'était parler fort et utiliser un petit bâton. Ça a changé. Je ne vais pas rentrer dans les détails du comment et du pourquoi ça a changé. Les armes dites offensives sont en train d'être livrées et d'autres sont livrées, beaucoup, et ça continuera. Mais 2 mots sur les sanctions et sur le danger évoqué à juste titre. Sur les sanctions, il y a 3 effets des sanctions. Les premières, bien entendu, les premiers effets sont ceux que l'on fait peser sur la Russie. On vient d'en parler, je ne m'étends pas. J'ajoute que les Russes se sont mis dans un mauvais cas avec l'histoire du rouble, du paiement en rouble, parce qu'on ne cédera pas là-dessus. Et s'ils ne coupent pas le gaz, là encore, il aura perdu la face. On aura rendu malheureux M. Poutine et deviendra très dangereux parce qu'on l'aura rendu malheureux. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas parce qu'on rend Poutine malheureux qu'il va tout d'un coup utiliser une bombe atomique. Pas comme ça que ça se passe. Ou alors, il met sa menace à exécution, pas de rouble, pas de gaz. Ça, c'est une formule politiquement épatante pour l'Union européenne et pour l'Allemagne en particulier. Parce que l'Allemagne, évidemment, il est très difficile pour l'Allemagne de décider de son propre chef de cesser d'importer du gaz de Russie pour toutes les raisons que nous connaissons. Mais si ce sont les Russes qui font le travail, disons, comme pour la Pologne et la Bulgarie, nous ne livrons plus de gaz, c'est fini. Ah, là, pour le coup, il n'y a plus de problème politique pour l'Allemagne. Le problème politique a été résolu par les Russes. Et je crois que c'est effectivement comme ça que ça va se passer. Deuxième catégorie de sanctions, celle qui pèsent par ricochet contre nous. On en a parlé aussi. Mais il y a une troisième catégorie de sanctions qui ne disent pas leur nom et qui promettent d'être les plus graves de toutes. C'est le blocus des côtes ukrainiennes par la Russie qui empêche l'exportation d'une matière première qui est beaucoup plus vitale que le gaz ou le pétrole, qui s'appelle la nourriture et les céréales. Et bon, pour le moment, le problème est à peu près gérable. Des exportations se font via la Roumanie, par le port de Constanța, et bien sûr, on n'est pas en période de récolte. La récolte, c'est pendant dans 3-4 mois. Mais l'Égypte, l'Afrique occidentale, ils vont manger comment si les Russes maintiennent le blocus? Ça, ce sont les sanctions, non pas contre les Occidentaux, ce sont des sanctions contre les gens qui se sont abstenus ou qui ont voté pour la Russie à l'Assemblée générale des Nations unies. Voilà une façon dont la Russie va conforter, renforcer encore son image dans le monde. Parce qu'on va s'apercevoir assez rapidement, en Afrique et au Moyen-Orient, que c'est la Russie qui ne veut pas lever le blocus, et même si les Ukrainiens rendent le blocus de plus en plus difficile à tenir, les Ukrainiens coulent un navire russe par semaine à peu près en ce moment. Et, mais voilà une catégorie de sanctions à laquelle l'Union européenne devrait réfléchir. Nous devons prendre l'initiative avec l'Union africaine, avec la Ligue arabe,
avec le programme alimentaire mondial pour préempter le drame absolu que sera non pas l'augmentation des prix que nous avons déjà dans le domaine des céréales, mais la rareté physique, la non-disponibilité physique de ces biens. Un mot sur le danger. Est-ce que Poutine, que nous avons rendu très malheureux parce que nous ne lui avons pas permis de gagner sa guerre comme prévu, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, escalade horizontale, escalade verticale. Escalade horizontale, on en a parlé, Moldavie, Transnistrie, et ainsi de suite. Il n'en a pas les moyens. C'est fini. Game over. Je ne sais pas à quoi ont correspondu les explosions qui ont eu lieu en Transnistrie. Je pense que c'était prévu dans le plan du mois de janvier ou du mois de février et qu'ils ont oublié de mettre le plan à jour. Parce que déstabiliser un endroit qu'on ne peut pas atteindre, ça peut répondre au principe de plaisir, mais ça ne répond pas au principe de réalité. Et la même chose risque de se passer dans les Balkans. Là où j'ai quand même des craintes. La Republika Srpska peut fort bien déclarer son indépendance, faire sécession, demander l'aide du grand frère russe. La Serbie peut éventuellement donner un coup de main également dans ce sens. Mais honnêtement, est-ce que ça va permettre à Poutine de gagner sa guerre en Ukraine? Non. Est-ce qu'on saura gérer? A priori, oui. Ce sera très désagréable, ce sera désordonné. Nous donnerons le spectacle de l'improvisation. Mais on sait très bien qu'à la fin, ce n'est pas la Russie qui va gagner dans ce type de conflit. Alors, vertical, le nucléaire. Oui, les Russes ont brandi la menace nucléaire à la fin du mois de février. De façon très visible, d'abord à travers les déclarations de Poutine à l'époque sur les pays qui allaient connaître les conséquences les plus graves de leur histoire. C'est ça qu'a dit Poutine à l'époque. Et nous, en tout cas en France, on a pris ça très au sérieux. On a pris tellement au sérieux que pour la première fois depuis la guerre froide, on avait 3 sur 4 de nos sous-marins nucléaires lance-engins, chacun avec 16 fusées, et sur chaque fusée, 6 charges nucléaires mégatoniques. Largement de quoi répondre aux Sarmat et autres engins de M. Poutine. Et les Russes avaient, à la même époque, fait manœuvrer un certain nombre de leurs sous-marins en Atlantique Nord, bien détectables pour qu'on sache qu'il y avait une menace. Oui, ça c'était il y a 2 mois. Entre-temps, je crois que les Français, les Britanniques et bien sûr les Américains ont fait comprendre à Poutine qu'il n'était pas le seul à avoir des armes nucléaires et que pour faire peser la menace nucléaire, il ne suffisait pas de faire passer des sujets pour faire peur aux enfants sur RTR1, sur la télévision d'État russe, avec Berlin détruit en 200 secondes, Paris détruit en 210 secondes, Londres détruit en 220 secondes, l'Angleterre rayée de la carte par un tsunami géant provoqué par une arme nucléaire sous-marine russe, et ainsi de suite. En attendant, vous avez vu les évaluations de la CIA qui, jusqu'à présent, dans la guerre, ont été plutôt bonnes. La CIA dit: nous n'avons constaté rigoureusement aucun préparatif nucléaire russe récent. Et la dissuasion, c'est quelque chose d'entièrement mutuel. Et le président Poutine, je crois, s'en est rendu compte. Χθες διάβαζα στην Καθημερινή μια κριτική των Hier, j'ai lu une critique des New York Times sur la rhétorique de Biden qui est agressive. Macron a dit à Strasbourg aujourd'hui que nous ne voulons pas humilier le président russe, nous voulons que la guerre cesse. Nous voulons arrêter la guerre. L'heure est venue donc de rouvrir la voie de communication, le dialogue au niveau diplomatique et de donner une occasion, une chance à la paix par la voie diplomatique parce qu'il y a eu une exacerbation des tons qui était une réponse à ce révisionniste. Oui, je suis partisan de ce que vous venez de référer pour ce qui est de la phrase utilisée par François Soft, donc Roosevelt. Donc l'Occident ne doit pas répondre par une escalade de sa rhétorique, mais par une escalade de la détermination des mesures prises pour pouvoir
mettre fin à la guerre. Pour répondre à votre question, Madame Koulouri, nous ne sommes pas euh, dans la phase du retour au dialogue, mais dans la phase Πρώτητα, κάθε εβδομάδα du coup de frein, puisque la guerre se poursuit tous les jours. Nous avons des horreurs tous les jours qui apparaissent des champs de bataille, des images terribles de massacres de civils, d'actes qui constituent des crimes de guerre conformément au droit international de l'époque d'après-guerre. Et si vous voulez, l'heure n'est pas à l'engagement. Mais toutefois, je pense et je suis convaincue que il y a on doit laisser une porte ouverte et une voie de communication, même en temps de guerre. Euh, il faut toujours garder ouverte une voie de communication pour que la diplomatie puisse poursuivre et continuer à faire son travail. Cela devra fonctionner parallèlement. Et le fait de voir que la France et l'Allemagne ont essayé de garder cela, c'est particulièrement positif, bien sûr, en étant la cible de critiques parfois injustes, parce que à l'heure où elles essayent de tenir les voies de communication ouvertes, notamment M. Macron, en ce même moment, ils font partie de l'alliance de l'Occident pour ce qui est de l'imposition de mesures très strictes imposées. Et les leaders européens suivent dans la pratique ce qu'ils disent et la rhétorique doit être un petit peu plus basse, les tons doivent un peu baisser pour ne pas donner l'occasion à Poutine de réitérer sa narration. C'est une reproduction de l'histoire, à savoir qu'on est encerclé, que les forces de l'OTAN et que l'Ukraine était prête à envahir la Russie. Une invasion donc barbare en tant que défense, en tant que condition de survie face aux visées expansionnistes de l'Occident, dont l'outil est, entre guillemets, le gouvernement nazi, entre guillemets, donc de l'Ukraine. L'Europe et l'Occident ne doivent pas lui donner l'occasion de confirmer et d'utiliser des citations d'Européens. Et je suis tout à fait d'accord avec François, à savoir que la référence au président Biden était une erreur. La référence faite au changement de leadership et la Maison-Blanche par la suite ont réitéré, ont démenti, ont dit que cela concernait le peuple russe et personne d'autre. La stratégie aujourd'hui mise en œuvre par l'Occident est de retourner cette situation avec détermination en montrant que plus l'agressivité culmine de Poutine, alors la détermination aussi culminera pour ce qui est des sanctions et des mesures de répression et des mesures imposées et sans donner le prétexte à Poutine de se présenter comme comme quelqu'un qui est sur l'autodéfense et comme un peuple qui est sous le joug de l'impérialisme d'Occident et d'utiliser des déclarations qui lui permettent d'aboutir à des actions qui pourraient se retourner contre l'OTAN directement et non pas seulement contre l'Ukraine. Je pense que la ligne est très claire. L'Europe, et je vais faire un pas en arrière, de généralisation, la puissance de l'Europe a toujours été la force souple et sa possibilité d'utiliser intelligemment sa puissance économique et réglementaire pour pouvoir promouvoir ses intérêts et ses valeurs dans le monde. Elle ne l'a pas fait aussi efficacement qu'elle aurait dû le faire et qu'aurait dicté la taille de l'Europe dans l'économie mondiale. Elle n'a pas exploité ses possibilités stratégiques compte tenu du fait que sa puissance est multipliée par 4 par rapport à la Russie, mais qui est en reste par rapport à ce qui est de l'efficacité de défense
C'est pourquoi, face à des menaces systémiques, la force de dissuasion de l'Europe s'intègre dans le cadre de l'Alliance euro-atlantique, donc des menaces systémiques comme la Russie. L'Europe doit parler la langue de la hard power, de la puissance dure. Elle doit le faire sans, bien sûr, abandonner la puissance souple, sans abandonner le modèle qu'elle a construit, sinon elle se serait laissée tomber et elle aurait été conduite à être aussi un mauvais modèle d'un État militariste et d'un système militariste. L'Europe ne doit donc pas perdre son âme, mais elle doit mûrir et faire le saut, le pas en avant de l'adaptation à une réalité qui dit que à l'ère d'après que l'ère de l'après-guerre est terminée et que dans le cadre de cette force souple, elle doit utiliser les outils de la force dure là où cela est nécessaire. Et c'est ce que fait l'Europe aujourd'hui. Et c'est le sens de cette autonomie stratégique de l'Europe, c'est-à-dire qu'elle doit avoir les moyens et les outils pour pouvoir défendre ses intérêts et ses valeurs et savoir que ces valeurs et ces intérêts ne sont pas identiques à ceux de notre grand partenaire euro-atlantique de l'autre côté, notamment parce que les États-Unis se traversent une période de crise et nous ne savons pas si le président Biden, qui est un pro-européen et pro-atlantiste, qui parle la même langue avec nous, la même langue que nous, Européens, on ne sait pas donc si ce sera une note de la période post-Trump. Je vais revenir à la sécurité et à la défense en Europe. Monsieur François, lorsque vous avez écrit votre livre Le retour à la guerre, qui a été publié avant l'invasion russe en Ukraine, quels étaient les signes que vous déceliez? D'abord, le fait que en Europe, nous avons une puissance qui est la Russie, qui a un agenda révisionniste et qui, depuis au moins 2007, depuis le discours de Poutine à Munich, veut redessiner l'ordre de sécurité hérité de la fin de la guerre froide, ce qu'il a fait au mois de décembre dernier de façon extrêmement élaborée avec les projets de traités qui ont été remis aux Américains, non pas aux Européens, parce que le sort de l'Europe, selon les Russes, doit être réglé entre Moscou et Washington, pas avec les Européens. Comme le disait un des responsables russes à l'époque des projets de traités, nous parlons avec le patron. Donc voilà, c'est probablement une des raisons pour lesquelles les Européens ont été unanimes pour rejeter ces projets de traités. Et nous savions aussi, au moins depuis 2014, depuis la première guerre d'Ukraine et la première partition de l'Ukraine, que la Russie n'allait pas se satisfaire de l'existence d'un État, d'une entité politique ukrainienne susceptible d'affirmer sa souveraineté. Donc ça sont les éléments qu'on avait en main. Qu'est-ce qui avait changé au fil des ans? C'est la capacité russe de tenter de pousser ses ambitions au plan militaire. Personnellement, je vais être tout à fait honnête avec vous, je ne pensais pas que la guerre éclaterait à l'échelle du 24 février et aussi vite que le 24 février. Je pensais que les Russes allaient prendre un petit peu plus de temps pour améliorer leur capacité militaire. Le président Poutine, comme on l'a vu, il a fait une très grosse erreur de calcul en frappant aussi vite qu'il l'a fait et avec des buts de guerre aussi ambitieux que ceux qu'il s'est donné le 24 février. Il y a ça, bien entendu, le fait que l'ordre international bâti à partir de 1945 est en train de s'effilocher, de disparaître. Et je parlais il y a quelques instants des problèmes alimentaires, du blocus. En d'autres temps, on aurait déjà en ce moment une opération de convoyage
des céréales ukrainiennes pour nourrir le monde. Mais non, mais maintenant, ça ne se fait plus. C'est comme pour la pandémie. L'Organisation mondiale de la santé n'a pas pu faire son travail parce qu'elle était sous discipline chinoise d'un côté et face à l'hostilité de l'Amérique de Trump de l'autre. Nous sommes dans un monde où le règlement des différends par la guerre est redevenu beaucoup plus actuel que ce n'était le cas au cours du quart de siècle passé, et que ceci affecte l'Europe et plus seulement les pays où la guerre n'a jamais vraiment perdu son emprise, notamment au Moyen-Orient. C'est cela qui m'a amené à écrire ce livre. Au moment où il est paru, beaucoup de gens m'ont dit: «Mais qu'est-ce que tu es pessimiste, mais comment tu peux écrire des choses pareilles?» Ainsi de suite. Mon épouse, qui est dans la salle, est là pour en témoigner le cas échéant. Et puis quand la guerre a éclaté le 24 février, je n'ai plus entendu ce genre de critique. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est un prophète. Je voudrais vous demander, Monsieur Pagoulatos, une adhésion éventuelle à l'OTAN de la Finlande et de la Suède. Est-ce que cela pourrait régler des problèmes ou bien ça pourrait en créer d'autres? Ça aurait résolu le problème de sécurité de ces pays qui se sont exposés face à une force révisionniste et agressive qu'est la Russie. Ce sont deux pays qui participent déjà, qui ne sont pas seulement à l'Union européenne, mais qui participent au fonctionnement de l'OTAN. Elles ont abandonné leur neutralité, qui était un reste, si vous voulez, de la guerre froide, un résidu de la guerre froide. Et on est passé à une nouvelle guerre. On n'est pas à l'époque de l'après-guerre froide où l'Europe estimait que la Russie est son partenaire avec lequel étaient développées des relations commerciales. Nous vivons une époque où l'interdépendance peut se transformer en arme et où la mondialisation peut être transformée en arme. Et tant que une personne dépend de toi économiquement, au même titre, on dépend de l'autre économiquement aussi. Donc, il y a une interdépendance. Et nous avons vu comment Poutine a utilisé toute cette interdépendance. Nous entrons donc dans une nouvelle ère dans ce sens, qui ne signifie pas que l'Europe doit abandonner, doit se laisser aller, mais les États membres doivent s'adapter à un environnement qui est de plus en plus agressif et hostile. Ce que je retiens de la Finlande et de la Suède, ce n'est pas seulement ce que vous avez dit. Bien sûr, l'OTAN va les accepter et tous les États membres l'ont déclaré. Donc, leur adhésion est sûre. Et il y a aussi la protection de l'OTAN pour ce qui est de la transition pendant donc la période de transition jusqu'à moment où ils adhéreront officiellement. Mais ces deux pays, au précédent Conseil, avaient envoyé une lettre dans laquelle ils demandaient que la clause de la protection de défense soit plus expresse. Et c'est important parce que les pays nordiques, face aux efforts du gouvernement Macron et autres, notamment la Grèce, de procéder à une unification en matière de défense, il y avait des réactions, non pas seulement ces réactions, pour être honnête et franc, les États de l'Est, mais les autres pays qui estiment que les pays qui estiment que le seul fournisseur de sécurité doit être l'OTAN. Et nous voyons maintenant que ces pays, qui traditionnellement étaient neutres, prennent cette nécessité, donc ce rôle très important. Voilà donc l'architecture émergente de sécurité en Europe pour ce qui est de la façon dont les pays européens qui sont membres de l'OTAN ou qui vont devenir membres de l'OTAN, c'est la façon dont ils relient l'Union européenne à l'OTAN, non pas comme deux piliers qui sont opposés, mais comme deux piliers qui sont complémentaires dans un cadre plus élargi de sécurité euro-atlantique, où il est bien clair que face à des menaces systémiques comme la Russie, c'est-à-dire un pays révisionniste avec une arme nucléaire, et on a besoin d'une alliance euro-atlantique et d'une autonomie, et cela signifie le développement d'un
pilier européen dans le cadre de l'Alliance euro-atlantique. Et cela étant, l'Europe doit être en mesure de pouvoir avancer elle-même, seule, là où elle le peut. Et pour ce qui est de l'OTAN, celui-ci doit avancer là où il doit avancer. Je l'ai dit à l'envers, donc toute seule là où elle peut. Donc là où elle peut avancer avec l'OTAN et là où l'OTAN n'a pas d'intérêt stratégique, comme par exemple au Sahel ou en Afrique du Nord, l'Europe devra être en mesure d'avoir les capacités de défense pour pouvoir protéger ses intérêts et ses valeurs et les défendre. Voilà la réalité qui émerge. Je dirais que l'un des positifs de cette conjoncture, c'est il y a une convergence au sein de l'Union européenne dans ce sens, une sensibilisation, une prise de conscience, à savoir que l'Europe a besoin de ce pilier de défense et qu'elle a besoin de prendre au sérieux cette unification en matière de défense et cela n'est pas contradictoire à son engagement envers l'Alliance euro-atlantique. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, dans son discours à Strasbourg, a parlé d'une industrie de défense européenne commune, d'une nouvelle communauté européenne et d'une nouvelle confédération européenne. Est-ce que les conditions sont mûres pour que cela se produise et est-ce que cela peut se faire rapidement? Parce qu'on dit toujours que l'Europe est un bateau qui avance lentement, mais ces 2 dernières années avec la pandémie et la guerre, elle a montré qu'elle pouvait accélérer. Vous avez tout à fait raison. L'Europe a découvert, l'Union européenne plus exactement, a découvert qu'elle savait agir de façon opérationnelle. C'est-à-dire pas simplement un organisme capable d'énoncer des normes, ce qui est très important et ce qu'elle fait très bien, pas simplement une organisation qui gère des programmes, dont la politique agricole commune, parmi d'autres, mais elle a appris de façon inopinée pendant la pandémie à acquérir des compétences qu'elle n'avait pas et de les mettre au service d'une stratégie qu'elle définit et d'exécuter cette stratégie. C'est ce qui s'est passé avec la stratégie vaccinale. Ça a été une grande première et ça a été très, très difficile. C'est très compliqué, mais à la sortie, ça a été une grande réussite. Lorsqu'on se compare par rapport à la pandémie aux Chinois, qui nous faisaient la leçon, hein, vous vous souvenez au début, hein, nous regardaient de haut, là, en disant les démocraties décadentes, t'es incapable. Nous, les communistes chinois, nous savons faire. Regardez la Chine aujourd'hui, vous voyez les images à la télévision. Et les États-Unis, qui ne juraient que par l'action unilatérale, qui ont réussi une très belle politique vaccinale par ailleurs, mais à la sortie, on est mort bien davantage rapporté à la population aux États-Unis qu'en Europe. Donc l'Europe, elle a fait ses preuves dans ce domaine-là. Et lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, elle a aussi montré qu'elle savait agir rapidement. Et ça aussi, c'était une surprise. Bonne surprise. Alors, ça nous mène où? Ben d'abord, il y a ce que Georges a dit qui est extrêmement important et qu'il a raccroché à juste titre à l'élargissement de l'OTAN à la Finlande et à la Suède, c'était que dans le courant de la crise actuelle, de la guerre d'Ukraine, de l'invasion russe, l'OTAN et l'Union européenne ont travaillé de façon, il a dit complémentaire, j'utiliserai un mot même plus fort, non seulement complémentaire, mais à certains égards intégrés, élaborant des stratégies ensemble. Les sanctions, bien entendu, avec le leadership de l'Union, la fourniture des armes avec les États membres en tête, mais avec un rôle majeur et pour l'OTAN et pour l'Union européenne. Et donc, un univers créé par la guerre dans lequel les querelles théologiques n'ont pas eu de place. On n'a pas opposé une vision d'autonomie stratégique à son contraire, ou vice-versa.
Et ça aussi, c'est quelque chose que nous avons appris. Alors, où est-ce qu'on va comme ça? Ben, d'abord, l'Union européenne réussit, par définition, mieux dans les domaines qui correspondent à ses savoir-faire que dans d'autres. D'où l'insistance sur l'industrie de défense. On a mis sur pied le Fonds européen de défense. Il y a des tas d'initiatives qui ont été prises au cours des 2 dernières années. Elles n'ont pas assez de moyens. Il faut leur donner les moyens financiers. Mais la question de la volonté politique ne se pose guère, et d'autant moins avec la guerre. Et donc, plutôt là, une bonne nouvelle. Je crois qu'on est raisonnablement prêt. Ça va être parfois assez compliqué, hein, parce que si on veut rationaliser l'industrie de défense, ça veut dire qu'on ferme beaucoup d'usines, hein, dans beaucoup de pays. Euh, et et c'est vrai pour pratiquement tous les pays de l'Union. Mais il faut le faire. Et ça, c'est une bonne chose. La deuxième bonne chose, c'est que on a eu beaucoup de chance avec les Américains. Avec un président, une équipe, j'allais dire, raisonnablement compétente. Et surtout, ce qui est stratégiquement très important, est une Amérique qui n'a pas tenté de faire un arbitrage, j'allais dire, entre l'Ukraine et Taïwan. Vous auriez pu avoir, comme ça a été le cas dans pas mal d'articles de la littérature académique américaine, vous auriez pu avoir des responsables américains disant non, non, l'Ukraine, on ne peut pas, on a déjà suffisamment de travail comme ça en Asie-Pacifique, en Indo-Pacifique, et avec le risque que la Chine fait peser sur Taïwan, les intérêts américains sont plus fortement engagés là qu'ailleurs. Les Européens, il faut qu'ils se débrouillent tout seuls. On n'a pas du tout eu ça. On a eu, au contraire, des Américains qui ont très bien compris que si ils montraient à la face du monde, et donc à la face de la Chine, qu'ils n'étaient même pas capables de gérer un défi russe en Ukraine, que cela ôterait toute crédibilité au positionnement des États-Unis face à la Chine dans la région Indo-Pacifique. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On en a profité, dans le bon sens du mot profiter, mais ça ne durera pas éternellement, pas simplement pour la raison que Georges a évoquée. Qu'est-ce qui sera président des États-Unis dans 2 ans, moi, 3 ans, je n'en sais rien. Ça risque de très mal se passer, effectivement, si c'est Trump à nouveau. Mais tout simplement parce que les moyens américains ne sont pas indéfiniment extensibles et qu'ils devront éventuellement faire des arbitrages. Et pour ça, Georges l'a très bien dit, les Européens doivent pouvoir compter davantage sur eux-mêmes. Et pas simplement parce que l'OTAN ne va pas dans le Sahel, mais aussi de façon beaucoup plus lourde de conséquences, parce que les Américains ne seront pas toujours là pour faire le gros du travail par rapport à la Russie. Θέλω ένα σχόλιο. J'aimerais un commentaire par rapport à la conférence sur l'avenir de l'Europe. C'était un processus extraverti et participatif. 49 propositions, quelques-unes très intéressantes, mais ce que réclament les citoyens européens, c'est la révision des traités et qu'on arrête avec cette question de l'unanimité. Vous pensez que ce soit possible? Est-ce qu'on peut avancer? Ce que demandent les citoyens, j'ai participé à la plénière en tant que représentant national. Donc, pour les citoyens, ce que demandent les citoyens, c'est une Europe plus forte. Et pour pouvoir y parvenir, nous estimons que nous ne pouvons y arriver sans des changements qui imposent la révision des traités. Donc, pour pouvoir permettre les changements qui permettront à l'Europe de décider de concert sur ces questions. Oui, flexibilité et possibilité pour l'Europe de décider sur les questions cruciales qui sont au cœur de la souveraineté européenne, si je puis m'exprimer ainsi. Politique extérieure, politique de défense et de sécurité, financement d'investissement, politique budgétaire, possibilité de l'Europe de financer ces domaines
les domaines où elle a décidé d'investir, mais elle n'a pas les outils de le faire, car le fonds de relance, qui est un grand saut de progrès, un très gros progrès pour l'Europe, c'est un one-off. On débloque en une fois et c'est tout. Et donc, il faudrait pouvoir avancer au-delà de cela. La conférence était un exercice important de participation des citoyens, 800 citoyens de toute l'Europe, des dizaines de propositions. Certaines sont des vœux pieux, mais d'autres peuvent être mises en œuvre immédiatement sans révision des traités. Et c'est un exercice de complémentarité du pilier des organes représentatifs avec un pilier de représentation. Non pas pour aller vers une démocratie directe, cela serait une erreur et pas possible et antidémocratique. Et la démocratie en Europe doit être représentative. C'est seulement cette démocratie qui peut filtrer et voir les solutions aux problèmes complexes auxquels l'Europe est confrontée. L'Europe, c'est une démocratie multidimensionnelle qui nécessite de gros consensus à plusieurs niveaux de pouvoir, de puissance entre plusieurs États membres. Et ces consensus, à eux seuls, ne sont pas suffisants pour pouvoir être à la hauteur des défis lorsqu'ils tendent à être dirigés vers un dénominateur commun, que sont les secteurs que je viens de mentionner. La composition de ce pilier pourra compléter la composition et donner un message, transmettre un message aux citoyens, à savoir que leur voix est entendue et créer ainsi une nouvelle situation de participation. Participation, consultation, complémentarité des institutions et non pas remplacement. Je pense qu'il y aura une suite. Je ne suis pas optimiste, non pas quant à la question de savoir si la majorité spéciale et qui est nécessaire décidera d'aller vers une assemblée et à d'autres traités, mais je suis pessimiste à savoir que les 27, il n'y aura pas l'unanimité de la part des 27 pour pouvoir parvenir à un nouveau traité. Et si on y arrive, ce nouveau traité ne, ne méritera pas, ne produira pas les changements escomptés. Et j'ai le sentiment que les propositions qui ont été exprimées de la part de Macron aujourd'hui, dans le sens d'une Europe de centre concentrique, je pense que nous ne sommes pas prêts pour faire ce grand saut. Tout le monde n'est pas prêt. Et d'un autre côté, nous avons, et en défense, la défense devra être le noyau le plus étroit d'unification. Si je pouvais schématiser, on aura un cercle extérieur avec les pays candidats. Macron a parlé de communauté politique, d'autres ont parlé de confédération politique. Donc, ce sont les pays candidats à l'adhésion, à savoir les Balkans occidentaux, l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie et tous les autres pays candidats, la Serbie, le Monténégro. Et l'autre cercle immédiat est un cercle de gouvernance économique avec le marché unique et l'euro, puis un noyau plus étroit avec l'unification politique de l'Europe, c'est-à-dire les pays qui réunit les pays qui veulent faire le grand saut vers l'unification européenne. Et ce serait le sens donc de ce projet. Et aussi probablement une gouvernance économique commune. Un débat aussi, on parle du scrutin européen qui est sur la table avec une représentation égale, 28 eurodéputés, et avoir donc ce scrutin le 9 mois. Est-ce que ces propositions vont passer? Oui, je ne crois pas que les citoyens européens se réveillent et se couchent avec l'idée d'un scrutin européen. Et j'aimerais pas être, je ne veux pas que vous pensiez que je suis cynique, mais il est important de comprendre que nous sommes membres d'un État pan-européen et l'Europe doit comprendre, elle doit asseoir l'image de son efficacité, elle doit montrer qu'elle fait son travail pour pouvoir recouvrer la dynamique des forces qui sont anti-européennes. C'est ce qu'il veut faire, c'est détruire. Poutine
Poutine veut détruire l'Europe par le biais de la montée des forces extrêmes et par le biais de la désinformation, ce en quoi il est expert. Donc, il faut une Europe plus efficace, plus cohérente, qui veille à ceux qui sont à la traîne, une Europe qui a une voix et qui peut défendre les intérêts de tous. Je clôturerai donc cette discussion avec vous. Et combien, selon vous, sont importantes les élections en France seront-elles importantes pour que le président français puisse mettre en œuvre sa vision pour l'Europe en collaboration, bien sûr, avec le chancelier allemand à l'axe franco-allemand. Donc, Vous parlez des élections législatives. Oui, Pardon. oui. On parle des élections législatives qui auront donc lieu au mois de juin prochain. Et la réponse est peut-être un peu surprenante, c'est qu'elles ne sont pas très importantes. Et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que tout tend à indiquer que les oppositions d'extrême droite et d'extrême gauche auront un nombre de sièges très limité, malgré les tentatives d'union à l'extrême gauche qui pourraient donner un peu plus de sièges que lors des élections législatives d'il y a 5 ans. Donc, il n'y a pas une grosse incertitude sur l'issue. La deuxième chose, bien entendu, c'est qu'en matière de sécurité et de défense, le président français et les institutions françaises donnent un poids à l'exécutif qui est extrêmement important, qu'on le veuille, qu'on aime cette situation ou qu'on la déplore, elle existe, elle est très forte. Ce n'est pas, ce n'est pas de l'Assemblée nationale que viendra l'initiative ou le blocage par rapport à ces sujets-là. Sur l'Europe, de façon plus générale, le grand dessein de Macron, oui, là, bien sûr, le fonctionnement complet constitutionnel avec un rôle important pour le législateur, bien entendu, jouera. Mais franchement, par rapport aux élections législatives, je n'aurai pas les moments, je crois, d'inquiétude que j'ai pu, comme d'autres, avoir au moment des élections présidentielles qui viennent de se dérouler. Juste un mot sur les propositions du président Macron. Si, si l'idée de la communauté politique est de fournir une étape permettant de fournir, comment dire, un point à mi-parcours de l'adhésion des nouveaux membres, et notamment de l'Ukraine, ça c'est très bien. Et je pense que ce sera accepté. Je suis relativement confiant sur la possibilité pour l'Union européenne de s'accorder sur cette idée de communauté politique. Je ne suis pas du tout sûr d'ailleurs qu'il faille modifier les traités pour ça. Je suis pas, comme Georges, je ne suis pas un grand partisan du changement des traités pour le plaisir de changer les traités. Parce que sinon, on va passer tout notre temps à changer les traités. C'est très difficile. Et on montrera l'inefficacité de l'Union européenne par rapport aux problèmes qui intéressent vraiment les gens, c'est-à-dire les 445 999 920 personnes qui ne faisaient pas partie de la convention qui vient de se dérouler, qui s'intéressaient assez logiquement à l'Europe. Mais la plupart des gens ne s'intéressent pas à l'Europe. Ils s'intéressent à la capacité que l'Europe peut avoir à résoudre leurs problèmes. C'est ça qui les intéresse. Alors, si on va suspendre la capacité à résoudre les problèmes pendant 10 ans, parce qu'on va courir derrière des changements de traités, je ne suis pas sûr que ce soit un très bon plan, à moins que l'on puisse démontrer que tel ou tel changement de traité répond de façon directe et évidente à un intérêt partagé par l'ensemble des citoyens européens. Mais
C'est la partie concernant le changement des traités sur lequel je suis, comme Georges, relativement, je ne sais pas si je suis pessimiste, mais le plus prudent. Parce que je serais très surpris que ce soit par ce biais-là qu'on aura les avancées les plus importantes par rapport au travail qu'a fait la Convention et au travail qui pourrait être fait sur les propositions du président Macron. Κάπως έτσι συμπληρώσαμε. Et c'est ainsi que nous avons complété 60 minutes de débat. Nous pourrions prendre au moins une question du public. Si on peut passer le micro, pourriez-vous vous présenter et poser votre question? On peut passer un micro à la dame qui est debout là-bas. Merci beaucoup. Félicitations pour cette manifestation, pour tout ce que vous avez dit. C'était vraiment très exhaustif. Tout ce qu'a dit M. Paroulato, c'était très important pour ce qui est de l'approfondissement de la démocratie et de la protection des citoyens européens contre la menace qui hante l'Europe, le néofascisme, et la Russie, pardon, alimente cela tant qu'elle peut. J'aimerais poser une question et savoir si on peut éviter le spectre du principe de subsidiarité pour ce qui est un impératif de l'Union européenne et de différentes recommandations, un rapport du Parlement européen vers la Commission européenne et le Conseil pour que nous puissions éviter arbitrairement que certains pays comme la Grèce abolissent des cours comme les cours d'éducation civique, les cours donc pour la citoyenneté. Voilà. Donc, votre question s'adresse à M. Paroulatos. Oui, notamment, mais Monsieur le professeur de France peut aussi répondre, et parce qu'il sait combien l'éducation civique est importante pour la France. Et malheureusement, ici, on a une récession à ce niveau-là depuis 2 ans. Le principe de subsidiarité est intégré dans l'acquis institutionnel, constitutionnel de l'Union européenne. Donc, on ne peut pas dépasser cela. C'est le principe qui fonde des confédérations comme l'Union européenne, mais des confédérations complètes. Donc, ce principe est là, et la répartition des compétences où l'éducation et la compétence nationale va de soi. Et nous sommes dans un processus d'action, de coordination et de convergence dans le sens d'une éducation avec une orientation européenne. Donc, des livres d'éducation civique, etc. Je suis optimiste pour ce qui est de l'osmose européenne. On peut peut-être s'écarter parfois de cette orientation. Je ne connais pas le fond de la question que vous avez posée, mais je pense qu'il y a un processus positif au sein de l'Europe, notamment pour les pays qui se trouvent dans l'axe européen. Je ne parle pas de la Hongrie ou de la Pologne. Donc, les pays qui sont dans l'axe européen sont dans un processus d'introduction de l'Union européenne dans les manuels scolaires et l'éducation scolaire, et je pense que c'est une direction positive. Oui, en tant que Français, la tendance naturelle serait de dire oui, il faut un modèle napoléonien où l'on sait dans chaque école qu'à telle heure, de telle heure à telle heure, il y a l'éducation civique, et que ceci est vrai du Cap Nord jusqu'à Gibraltar. Non, je suis désolé, ça ne marche pas. Et dans beaucoup de pays, l'éducation n'est même pas une compétence nationale, elle est une compétence locale au niveau des Länder en Allemagne, au niveau des cantons en Suisse, et au niveau des school boards au Royaume-Uni, qui est en Angleterre, très centralisé, et que l'on veuille appliquer un modèle d'éducation centralisée dans lequel tel ou tel pays n'aurait pas le droit de produire ses propres programmes scolaires,
je pense que cette Europe-là, elle ne durerait pas très longtemps avant qu'elle n'explose sous la pression des différents pays et groupes humains qui la composent. Le principe de subsidiarité est absolument nécessaire. Et regardez aux États-Unis, c'est un État fédéral, mais c'est un État. Chaque État a son système scolaire et à l'intérieur de chacun des États, chaque comté a son système scolaire. Alors la notion que les Français pourraient dire aux Grecs non, vous n'avez pas le droit de faire, de faire tel ou tel type de cours d'éducation civique, je suis désolé, ça ne, enfin, personnellement, je pense que c'est une idée dangereuse. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε. C'est ainsi qu'on va clôturer la nuit des idées. Je voudrais remercier M. Pargoulatos et M. Hesbourg, remercier l'Institut français d'Athènes qui m'a donné l'opportunité de conduire ce débat, remercier le public et tous ceux qui nous suivent sur le web. Bonne soirée à vous tous.